musicien, qui écrit souvent dans les grands journaux, qui s'appelle Patrick Veil. Et j'ai demandé à notre ami Salem Marchi de faire l'introduction de sa prestation. Donc je passe la parole à Salem pour les 5-6 minutes habituelles d'introduction, et ensuite M. Veil fera sa conférence. Je le remercie en tout cas beaucoup d'avoir accepté de venir. Merci Monsieur le Président, parce que Jean Matouk qui me fait l'honneur donc de présenter Patrick Veil. Vous savez, c'est pas facile de remplacer Jean Matouk. De toute façon, il était remplaçable. Donc, moi, ça sera pour quelques instants qui seront des instants de bonheur, mais en même temps, j'ai ce privilège-là et j'en profite. Voilà, nous avons décidé de faire venir Patrick Veil. Moi, ça fait quelques années que je m'intéresse à son travail, à ce qu'il fait, et notamment les questions de citoyenneté, les questions de laïcité, questions de religion, d'immigration. Autrement, si vous voulez, toutes ces problématiques, j'aime pas trop le terme problématique, mais toutes ces choses, si vous voulez, qui nous préoccupent et qui nous interpellent de plus en plus, et ça va en s'accélérant. Avant de venir, je me suis dit comment tu vas présenter Patrick Veil, et je suis revenu à une émission qu'il a faite en 2015 à France Culture, et ça s'appelait, je crois, c'est Une bonne fois pour toutes. Et Patrick Veil travaille sur la République, sur la Révolution française, sur la laïcité, sur la citoyenneté, et il a également une expérience, si vous voulez, qui est une expérience de dossier, une expérience ministérielle. Donc c'est pas de la théorie pure, c'est de la théorie, mais à la lumière des dossiers. Donc je vais vous présenter un petit peu Patrick. Donc il est historien, politologue, particulièrement spécialiste sur les questions d'immigration. Il est né en 1956. Il fait ses études à Paris, devient docteur donc en sciences politiques, puis directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre d'histoire sociale du XXe siècle de l'Université de Paris. Il est également à l'Université de droit aux États-Unis, l'Université de Yale, où il enseigne bien sûr tout ce qui l'intéresse, à savoir le droit, les religions, toutes les questions sociétales qui font que les individus, les personnes, une société peut être sous tension. Ça, c'est une première chose. Et s'agissant de Patrick Veil, je voudrais simplement, avant de lui laisser la parole, parce que c'est le plus important, c'est de vous montrer quelques ouvrages qui sont de la thématique des problématiques de Patrick Veil. Il y en a d'autres, bien sûr. Bien, je vais vous présenter son texte majeur, son livre majeur, que j'ai lu il y a quelques années, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un Français ?» Et c'est l'histoire de la citoyenneté française depuis la Révolution française. Ça s'appelle « Qu'est-ce qu'un Français ?» mais c'est l'histoire de la nationalité. C'est extrêmement documenté. Il y a un travail, si vous voulez, d'archives qui est absolument phénoménal. Il y a un deuxième ouvrage qu'il a écrit qui s'appelle « Le sens de la République ». Et ce sens de la République, bien sûr, a été, si vous voulez, l'origine de ce livre, ça a été bien sûr le massacre de Charlie Hebdo. Et je vous dis que Patrick Veil était ami intime de Cabu. Donc il a été à ses obsèques, il a été extrêmement bouleversé par cette mort. Et ce que j'aime et ce que j'apprécie, ce qui fait que je le respecte encore plus, ça n'a pas fait de lui un homme haineux, c'est un homme de lucidité, un homme de transmission, un homme d'explication. Ça ne l'a pas rendu violent, ça n'a pas fait de lui l'homme du ressentiment. C'est un homme il explique toujours parce qu'il travaille. Il y a tout ce qui fait écho aussi à son œuvre. Il y a un livre majeur qui pour moi est important,
c'est le livre d'Ernest Renan qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ?» Parce qu'il y a un point de départ là. Il y a également un autre livre qui fait écho au livre de Renan, celui de Gérard Noiriel que Patrick Weil connaît très bien. Il y a également, parmi les activités multiples, mais toujours centrées sur la citoyenneté, Patrick Weil est président d'une ONG depuis quelques années maintenant qui s'appelle Bibliothèque sans frontières. Et il travaille, donc c'est une association qui a près de, m'a-t-il dit, 80 employés. Donc là, il y a une activité autour de Bibliothèque sans frontières qui est extrêmement importante, donc dont il est le président. Et enfin, je crois que pour couronner le tout, il y a un livre, mais celui-là il est personnel, de Gandhi qui s'appelle « Tous les hommes sont frères ». Voilà. Donc je crois qu'il y a un inter-écho, si vous voulez, de ces réflexions que je tenais à vous mentionner. Voilà. Eh bien, mon cher Patrick, je vais me taire et te céder la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon de ma vie rapidement effectué. Je dirais que je suis heureux de me retrouver ici avec Jean Matoup et Georgina Dufoy, que j'ai connus dans une vie antérieure, quand eux, à des fonctions bien plus élevées que les miennes, nous étions ensemble actifs et militants et acteurs de la gauche au pouvoir, de la gauche d'abord en dehors du pouvoir, de sa victoire en 81, et ensuite de l'exercice du pouvoir après 81. Nous nous retrouvons dans une situation aujourd'hui de notre pays qui est bien différente que celle que nous avions à l'époque affrontée. Tu as mentionné Charlie Hebdo, je dirais que ces deux livres ont été produits avec mes deux casquettes différentes en réaction aux attentats de Charlie Hebdo et du supermarché Cacher. J'étais un ami de Cabu, je suis un ami de sa femme qui est vice-présidente de Bibliothèque sans frontières. Et nous nous sommes dit qu'est-ce qu'on peut faire d'AJA en tant qu'association qui intervient pour apporter la connaissance partout où elle manque. Et elle manque évidemment d'abord dans les camps de réfugiés, dans les endroits de la planète où il n'y a pas d'internet, où il n'y a pas de livres, et on apporte des livres que les gens choisissent, et on apporte l'internet, mais parfois la connaissance elle est absente chez nous. Et parfois les gens croient savoir, et ils ne savent pas. Et sur la laïcité, tout le monde croit savoir, et je peux vous dire, très peu savent. Et je le dis parce que j'ai été membre de la commission Stasi, que pendant 6 mois nous avons fait des auditions de grands présidents d'associations laïques, etc., et qui étaient, je le dis franchement, incompétents quand il s'agissait d'expliquer la laïcité. Et cette incompétence a des effets dramatiques sur notre jeunesse, qui n'a pas, et j'y reviendrai tout à l'heure, qui n'a pas la mémoire de ce qui s'est passé en 1905, et c'est bien normal, et donc qui ne comprend rien à la façon dont parfois on explique ce concept. Et donc j'y reviendrai. On s'est dit, puisque après les attentats, il y a eu une demande de minutes de silence, vous vous souvenez comment ça a été difficile dans certaines écoles, et que les gens ont dit pourquoi on condamne Dieudonné et pas Charlie Hebdo, etc. Eh bien on s'est dit, on va répondre simplement aux questions des enfants. On a fait des vidéos, et on a fait un livre grâce à Michel Lafon. J'y reviendrai tout à l'heure sur la laïcité. Et puis moi, je me suis dit, voilà, je vais essayer de rassembler tout ce que j'ai appris sur l'immigration, sur la laïcité, sur la nationalité. Voilà, mon livre « Qu'est-ce qu'un Français ?» c'est un livre savant. C'est un livre fondé sur un long travail de 7 années d'archives. Le sens de la République, c'est très savant. Mais c'est pas fondé sur les archives, c'est un livre de synthèse. Et ça part de ce constat que je crois nous pouvons tous faire aujourd'hui. Aujourd'hui, les Français
ne se sentent pas assez, et je dirais parfois on peut dire ne se sentent plus compatriotes. Il y a une certaine partie des Français qui se disent « Je ne reconnais plus le pays dans lequel j'ai grandi. Mon pays a changé, ça n'est plus le même pays. » Et ça les amène à voter pour des forces politiques qui leur proposent de façon illusoire un retour à un passé d'ailleurs qui n'avait jamais vraiment existé. Et puis il y a d'autres Français qui se disent « Je suis français sur le papier, mais on ne me parle pas comme français. On ne me reconnaît pas comme français. Soit on me parle comme un immigré, soit on me parle comme un musulman, mais on ne me regarde pas comme un compatriote. Et on ne se voit pas entre nous en compatriotes. » Alors, d'où ça vient? C'est la question à laquelle vous avez certainement chacun d'entre vous réfléchi, et vous avez peut-être une réponse dont on discutera quand j'aurai fini mon exposé, que je vais essayer de faire le plus court, mais c'est une question fondamentale. Eh bien moi, la réponse que j'apporte est la suivante. Nous sommes le plus vieux pays d'immigration d'Europe. Mais les immigrés qui venaient jusqu'à la Seconde Guerre mondiale venaient principalement d'Europe. Et sauf les Belges, ils ne parlaient pas le français, ils apprenaient le français, ils savaient qu'ils étaient des étrangers, et soit eux-mêmes se naturalisaient, soit leurs enfants nés en France devenaient français, et ils avaient du travail, ils venaient pour travailler dans nos mines, dans nos industries, et l'intégration dans la nationalité se faisait. Après la Seconde Guerre mondiale, sont venus en ce qu'on appelle la métropole, dans l'Hexagone, des migrants qui étaient pour la grande majorité déjà des Français. Soit des compatriotes de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane, soit aussi, il faut le dire, à l'époque c'était des compatriotes, des Algériens. Et ils étaient français. Eh bien, ils le disent tous. Quand ils sont arrivés dans l'Hexagone, on ne les regardait pas comme français. Tous, même ceux qui sont encore français, ceux de Guadeloupe, de Martinique et de la Guyane, on ne les regardait pas comme français. Alors pourquoi ne les regardons-nous pas comme français? Eh bien, il y a une raison déjà très simple, c'est que on n'est pas loin au niveau de la génération. Dans les cours qu'on avait à l'école, on n'apprenait jamais des morceaux d'histoire de France d'outre-mer. Ça ne faisait pas partie de notre univers mental d'apprendre que la France, c'était aussi l'outre-mer, qu'il y avait une partie de l'histoire de France qui était d'outre-mer, d'outre-Méditerranée, et que ça faisait partie de la France. Et que ça faisait partie de notre histoire commune. Je vais vous donner un exemple. Après le vote de la loi Taubira, 2001, qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité, un collègue historien, dans une interview du journal du dimanche, met en cause l'utilisation du concept de crime contre l'humanité, dit-il, pour un phénomène, l'esclavage, qui est largement antérieur à la reconnaissance du concept de crime contre l'humanité dans le droit international qui date du tribunal de Nuremberg qui va juger les crimes nazis. Et sur sa base de cette interview, il est mis en cause par des associations de Français descendants d'esclaves. Et à la suite de cette mise en cause, 25 des plus grands historiens de France, depuis Antoine Pro jusqu'à Pierre Nora, Mona Ozouf, etc., signent une pétition de solidarité avec mon collègue, disant qu'il a le droit de penser ce qu'il veut, ça c'est vrai, et confortant ce qu'il a dit, c'est-à-dire le concept de crime contre l'humanité ne peut pas s'appliquer à l'esclavage puisqu'il serait né en 1945. Eh bien, mes collègues ne connaissaient pas leur histoire de France. Tous. Ils étaient des ignorants d'une partie
de l'histoire de France. Alors de quoi étaient-ils des ignorants? Eh bien c'est que quand Victor Schœlcher, en 1848, au nom du gouvernement provisoire de la République, a réaboli l'esclavage pour la deuxième fois, puisque nous avons dû nous y prendre 2 fois, puisque Napoléon l'avait rétabli, dans le décret d'abolition, il était prévu une peine de déchéance de la nationalité française pour tout Français qui continuerait de pratiquer la traite ou achèterait de nouveaux esclaves. Et le rapport de Schœlcher disait, c'est en punition d'un crime extraordinaire qui est celui de lèse-humanité. Et donc, et cette peine s'est appliquée. Des Français ont été déchus de leur nationalité pour pratiquer l'esclavage dans les Caraïbes, essentiellement. Et donc, la France peut se prévaloir d'avoir fait entrer dans son droit le concept de crime contre l'humanité dès 1848 et de l'avoir appliqué à l'esclavage. Eh bien, ces historiens ne le savaient pas, mais le Parlement non plus, car sinon on n'aurait pas eu besoin de passer la loi Taubira, puisqu'on aurait dit on l'a déjà voté en 1848. C'était même pas dans la mémoire des archives parlementaires. Il faut dire que c'était un décret du gouvernement, et donc ça pouvait être oublié par l'administrateur des assemblées. Mais vous voyez comment un événement magnifique du point de vue historique, qui nous met à la pointe du droit humanitaire international, a été, entre guillemets, oublié par tous les grands historiens métropolitains, parce que ça ne faisait pas partie de l'histoire européenne de la France. Moi, j'ai découvert, il y a une dizaine d'années, l'importance qu'a eu dans l'échec final de Napoléon, les défaites de la marine française dans la reconquête d'Haïti, de ce qu'on appelait Saint-Domingue. Ils ont voulu rétablir l'autorité, en fait, on ne sait pas très bien si ils voulaient rétablir l'esclavage à Saint-Domingue. Il y a eu 30 000 morts. 30 000 morts de la marine française que Napoléon a envoyé 3 fois pour essayer de reconquérir Saint-Domingue. Et après, on a perdu face aux... Mais on parle des morts de la campagne de Russie. Mais vous voyez, ça fait partie de l'histoire de France. Et là, ce que je vous raconte sur l'esclavage, je dirais, c'est assez simple, parce que plus personne aujourd'hui ne défend l'esclavage. Mais c'est plus compliqué pour la colonisation. Parce que c'est une mémoire qui est plus récente, et là, je dirais, les opinions sont encore assez partagées. Mais il n'empêche que le rôle du ministère de l'Éducation nationale et des enseignants d'histoire, c'est d'enseigner cette histoire-là. Parce que ça fait partie de l'histoire de tous les Français. Et c'est ce qui leur permet de se dire qu'ils appartiennent à une maison commune, celle d'une citoyenneté commune de l'histoire de France. Alors justement, parlons de choses directement. Nos compatriotes venus d'Algérie, c'est chez eux qu'on trouve la plus grande sensibilité, la plus grande émotivité, la plus grande traumatisme réel qui a pu toucher au moins 5 catégories de Français qui ont des liens avec l'Algérie. Vous avez bien sûr ceux qui étaient les habitants originaires de l'Algérie, les musulmans, les juifs, après vous avez les pieds noirs, après vous avez les harkis, et après vous avez les soldats qui ont été envoyés dans le contingent. Donc ça fait énormément de Français qui ont gardé une partie de leur cœur ou de leur blessure en Algérie. Alors est-ce qu'il faut ne pas en parler? Moi je pense que c'est l'inverse.
Parce que si on n'en parle pas, je pense, le seul exemple de l'immigration, vous avez d'un côté ceux qui disent on n'a pas choisi d'avoir ces personnes qui viennent en France, etc. Mais si on a choisi, qui c'est qui a choisi à l'époque? C'était De Gaulle. C'était De Gaulle qui a choisi. Et qu'est-ce qu'il a fait comme choix, De Gaulle? Il faut quand même, et je le dis ça, c'est parce qu'il faut, vous voyez, il faut parler à tout le monde. De Gaulle a dit, en 62, donc c'était la fin de la guerre d'Algérie, à la fin de la guerre de 45, il y a plein d'experts de l'immigration qui voulaient faire venir de la main-d'œuvre allemande. Et De Gaulle a dit, il n'en est pas question. Les Français n'accepteraient jamais. Il n'a pas dit ça pour la main-d'œuvre algérienne. Donc, malgré le fait qu'il y avait eu une guerre civile, puisque la France était, l'Algérie était française, De Gaulle n'a pas considéré qu'il fallait stopper l'immigration. Donc, il a encore considéré que ces Algériens faisaient partie de la famille, quelque part. C'est quand même, on n'y pense pas comme ça, mais quand on y réfléchit, après une guerre, aller prendre des personnes, dire venez chez nous, venez, vous êtes accueillis, alors qu'on vient de terminer une guerre, c'est pas banal. Et c'est ce qu'on a fait. Mais vous voyez que ça emmêle quand même beaucoup de fils et qu'il faut pouvoir en parler. Et bien moi je pense que aujourd'hui on atteint un âge, on atteint tous un âge où c'est les grands-parents qui ont connu cette histoire. Les grands-parents de la même ville, ils peuvent être soit juifs, soit pieds noirs, soit harkis, soit devenus algériens, puis devenus français. Et bien il faudrait que dans chaque ville de ce pays, et donc à Nîmes, on puisse les rassembler comme on est rassemblés autour d'une table et qui racontent aux petits-enfants qu'est-ce que c'était que l'Algérie de leur temps. Parce que eux, ils se parlaient plus que les petits-enfants d'aujourd'hui. Et il faut que les petits-enfants y voient ça. Vous voyez? Parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est pas... il y a eu des moments horribles, bien sûr, il y a eu la guerre, mais ce n'était pas que ça. Et donc il faut le montrer, ça. Et il faut enregistrer les témoignages avant que les gens s'en aillent. Il faut que dans les bibliothèques, ça c'est une des choses que nous voulons faire avec Bibliothèques sans frontières, c'est que les bibliothèques recueillent les témoignages des anciens, qu'ils puissent raconter leur vie, leur rapport, les événements historiques, comment ils les ont perçus. Et il faut qu'ils le fassent devant les enfants des écoles. Et vous voyez, on a fait une expérience, on nous a dit, on va participer à comment lutter contre la radicalisation. Mais moi je dis lutter contre la radicalisation, c'est dire aux enfants, vous faites, arrêtez, je dis, arrêtons de leur parler de religion. Ils font partie d'une histoire politique. Qu'ils aillent interroger leurs grands-parents sur les événements de l'histoire qui les ont marqués. Et qu'ils rapportent ça à l'école et qu'on discute avec le prof d'histoire et qu'on voit comment la mémoire peut être trompeuse par rapport à l'histoire. Il faut réintégrer l'histoire dans une filiation et la transmettre à la génération des jeunes. Eh bien ça, tant qu'on ne l'aura pas fait, j'y reviendrai, on sera mal entre nous. Et on ne sera pas accueillant. Parce que quand on est malade, on annule la réception d'invités. Vous voyez, quand on ne se sent pas bien, on dit j'annule le dîner. Donc quand ensuite il s'agit d'accueillir des réfugiés parce qu'ils frappent à la porte de l'Europe, eh bien la France, les Français en ont moins envie. Certains Français le font parfaitement, mais la France comme pays le fait aujourd'hui moins que d'autres pays européens, parce qu'elle n'a pas réglé ses problèmes de famille. Alors, certains disent, mais qu'est-ce qu'on partage? Eh bien moi je vais vous dire ce qu'on partage. On partage une identité, des identifications communes. Ça j'avais travaillé là-dessus quand Nicolas Sarkozy avait lancé son grand débat sur l'identité nationale. La plupart de mes collègues avaient dit « Oh là là, c'est pas au président de la République de décider. » Oui, c'est vrai, bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut refuser la confrontation d'idées. Bon, et moi, je me suis dit, j'y vais. Allez, hop, j'écris qu'est-ce qui fait les piliers de notre identité. Alors, et ça je le dis parce que j'ai trouvé des choses formidables dans les archives.
Alors, le premier pilier de notre identité, c'est l'égalité. Bien sûr, il y a, de notre devise, il y a liberté, égalité, fraternité, mais l'égalité, c'est quand même quelque chose qui parle plus aux Français qu'à d'autres peuples. L'égalité. Ça nous vient du catholicisme, plus que du protestantisme. Et ça se traduit dès le Code civil, malgré le caractère extrêmement misogyne de Napoléon, par le fait que, par la rupture avec, dans le Code civil, avec une tradition millénaire, je pense, du droit d'aînesse dans l'héritage, avec le fait que, et vous connaissez tous et toute cette règle, en droit français, depuis le Code civil, tous les enfants, mâles et femelles, héritent. Il reste que la quotité disponible, mais il n'y a pas le pouvoir de déshériter. Et ça date de 1803. Et ça n'a pas bougé, le texte est toujours le même. Et ça, c'est une rupture avec quelque chose de profond. Balzac en a écrit plusieurs romans, il était contre l'égalité dans l'héritage. Et Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, dit que c'est grâce à l'égalité, c'est sur l'égalité dans l'héritage que ce qui dissout la propriété et la poussière qui se crée génération après génération, on construit la démocratie. Alors après, il y avait plein d'inégalités qui touchaient notamment les femmes et qui ont été, ils ne sont toujours pas terminés. Mais je dirais que, comme principe, je l'ai trouvé dans une histoire incroyable, affirmée. Il y avait aux États-Unis un professeur, un des plus grands professeurs de sciences politiques, qui s'appelait Francis Libert, qui était d'origine prussienne. Et après la guerre de 1870-71, il écrit à son meilleur ami au Sénat, qui était lui un francophile. Il s'appelait c'est un sénateur anti-esclavagiste, Sumner. Il lui écrit, il était très heureux de la victoire prussienne, j'ai été contacté pour amasser de l'argent pour créer une fondation Bismarck à l'université de Strasbourg, dit-il. Visiblement, le gouvernement de Berlin veut faire de Strasbourg une université de premier rang, ce que les Français ont toujours négligé. Mais les Français ont toujours négligé et négligent toujours tout, à l'exception de Paris, dit-il. Il n'empêche, rajoute-t-il, que malgré le fait que toutes ces provinces sont abandonnées de Paris, elles se sentent quand même françaises. Comment expliquer, c'est-à-dire comment expliquer que malgré le fait que les Allemands donnent de l'argent à l'Alsace, alors que les Français ne donnaient rien, les Alsaciens se sentent quand même français. Eh bien, Sumner, lui, avait compris, il avait écrit des textes, l'égalité, c'est le principe premier des droits de l'homme, etc. Eh bien, la différence, elle était dans le fait que Strasbourg, sous le roi de France, était légal, le strasbourgeois était légal en droit du parisien, alors que devenu une province de la Prusse, c'était une colonie, donc avec un statut juridique inférieur. Et donc, ça montrait quelque chose de fondamental qu'on néglige, c'est que donner l'égalité en droit, c'est donner un sentiment de respect qui est fondamental. Et justement, dans la colonisation en Algérie, la France n'a jamais donné l'égalité en droit. Et on le paye encore aujourd'hui. Quand, je m'excuse de faire encore une... Vous voyez, quand on parle de la Corse, et les Corses la Corse a été conquise avec des massacres, etc. Mais les Corses ont eu immédiatement l'égalité. La preuve, on a eu un empereur corse. Bon, donc, ils ont eu l'égalité immédiate. Ce n'était pas une colonie. Et ça, c'est tout... Vous voyez, il faut différencier les situations, et non pas employer n'importe quel mot pour n'importe quelle chose. Bon. Et donc, l'égalité, c'est un principe fondamental
qui nous vient de la monarchie et qui a été renforcée par la République. Le deuxième chose qui nous fait particulier dans le monde, c'est la mémoire positive de la Révolution. On l'a vu encore là ces derniers mois avec les Gilets jaunes. Quand les Français ne sont pas contents, ils sortent dans la rue, ils prennent les fourches, ils y vont, etc. Et voilà. Et ça, et même quand ils sont de droite aussi, hein, quand ils ne sont pas contents pour l'école privée, ils descendent, etc. Donc il y a une tradition française de mémoire positive de la Révolution. Et qui, d'ailleurs, on est connu pour ça. Je veux dire, c'est pas la peine de... Bon, le troisième pilier, c'est la langue et la culture. Il n'y a pas un autre pays au monde où l'aspiration de ceux qui ont déjà tout obtenu, même jusqu'à la présidence de la République, c'est de terminer dans une assemblée où on se réunit une fois par semaine pour écrire le dictionnaire. Bon. Voilà, mais il y a un rapport, et vous savez, c'est très intéressant, ce rapport à la culture. Parce que c'est ce qui fait l'humanisme, la langue. Ce qui nous différencie des animaux, c'est la capacité humaine à enrichir de façon incroyablement importante et créative, de créer des langues et d'enrichir celles qui existent. Les animaux ont des langages, mais d'après ce qu'on peut savoir, c'est plutôt... Et puis ça se reproduit. Chez nous, chaque génération apporte de la création dans les symboles linguistiques et dans la création. Et donc la langue, c'est ce qui nous fait humains, le fait de pouvoir se parler. Et donc, de valoriser ça, ça donne à la France une place comme république de l'humanisme. Et enfin, et je vais y venir, la laïcité. La laïcité, c'est le quatrième pilier, un pilier qui devrait nous unir et qui, par malheur, nous divise. Et nous divise de façon incroyablement violente. Et donc je vais vous parler de ça, et après on pourra ouvrir la discussion. Ça ne devrait pas, si ça nous divise, c'est qu'on n'y comprend rien. Donc, je dirais que vous avez aujourd'hui, et qu'on n'y comprend rien, pourquoi ? C'est parce qu'il y a une confusion qui est faite entre, vous savez, c'est comme le nationalisme. Quand vous n'avez pas un État-nation, le nationalisme, ça consiste à se battre pour se voir reconnaître une nation. Une fois que la nation est établie, le nationalisme devient quelque chose de malsain. Ça veut dire, c'est quelque chose qui vise à affirmer la supériorité de cette nation sur d'autres. Alors qu'avant, c'était juste d'obtenir son existence. Eh bien, je dirais que la laïcité, c'est aussi... il y a quelque chose, il y a comme une confusion de langage. La laïcité, évidemment, le statut de la loi de 1905 a été obtenu malgré la résistance de l'Église catholique, contre les conservateurs français, par des Français principalement élevés dans la religion catholique, puisque c'était 99% de la population du pays qui était de culture catholique, par les protestants, par les juifs, par les athées, mais les athées, la majeure partie des athées ou des agnostiques, venaient de la culture catholique, puisque c'était 99% de la population. Alors, ce combat s'est mené contre l'Église. Mais une fois que la loi de 1905, après des soubresauts et des corrections, a été établie, la loi elle-même n'était pas anti-religieuse. Le combat a dû être anticlérical contre les institutions de l'Église pour les forcer, je dirais, à se retirer de l'État. Mais une fois qu'ils s'étaient retirés de l'État, la loi elle-même n'était pas anti-religieuse. Elle avait même été conçue dans une négociation
avec les évêques français. Alors ensuite, il y avait eu le Vatican, il y avait un nouveau pape conservateur qui avait bloqué la reconnaissance, mais disons, c'est un travail qui a été remarquablement mené par Jaurès de Pressensé et Briand, qui était un travail de consensus et qui était un travail, je dirais, d'équilibre et de total équilibre et de respect égal du non-croyant et du croyant. Alors, quel est le problème? Je vous parle vraiment très franchement. Quel est le problème auquel nous avons tous à faire face? C'est que, après les attentats, donc il y a eu des instructions de M. Valls, Madame le ministre de l'Éducation nationale. Allez, hop, on enseigne la laïcité dans les écoles. Quand je suis arrivé, j'ai été invité dans un lycée à Marseille, on m'a dit présenter ce livre. Alors ils ont consulté le conseil des élèves. Et le conseil des élèves, ils sont venus vers le professeur qui m'a invité en disant « Écoutez, on est très content que M. Patrick vienne, mais il y a une seule chose dont on ne veut pas qu'il nous parle, c'est la laïcité. On n'en peut plus de la laïcité. La laïcité, c'est devenu l'huile de foie de morue de nos grands-parents qu'il faut prendre tous les matins parce que c'est bon pour la santé, on ne sait pas très bien pourquoi, mais on n'en peut plus. » C'est quand même un peu grave. C'est même très grave. Et bien évidemment, je suis allé et j'ai parlé de laïcité, ça s'est très bien passé. Mais comment j'en ai parlé? Je vais vous expliquer. La laïcité suffit, vous savez, parfois il suffit de dire les choses très simplement. Nous, chez nous, d'ailleurs, Jean m'a dit, les sociologues me disent, quand je suis à la fac de droit de Yale, je suis un juriste, j'enseigne le droit. Et le droit, c'est des textes précis, avec des mots choisis. Et la loi de 1905, les mots n'ont pas bougé, parce qu'on n'y a pas touché, justement. Et ces mots ont été extrêmement bien choisis. Alors, je vais vous lire l'article 1 qui dit tout. Il est très court. La République assure la liberté de conscience. Point. Deuxième alinéa, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Alors après, vous avez toutes les restrictions. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça, c'est le cadre de la loi. Alors comment il faut l'interpréter? La liberté de conscience, il n'y a pas de réserve de l'intérêt de l'ordre public. La liberté de conscience, c'est une liberté absolue. Penser ce que vous voulez par rapport à l'existence de Dieu est une liberté reconnue comme absolue dans le cadre de la loi de 1905. Il n'y a aucune réserve. Et en droit français, il y a très peu de liberté absolue. Extrêmement peu. Et toujours sous réserve de l'ordre public. Eh bien, pas là. Alors après, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, moi, je vais vous dire. Si vous lisez cet article aux ministres, à tous les ministres du gouvernement, au président de la République, ils se diront, bah oui, ça assure la liberté d'aller au temple, à la messe, à la mosquée, à la synagogue. Bah, pas du tout. C'est pas ça du tout. Pour comprendre ce que ça veut dire, il faut aller regarder les débats parlementaires. Et qui est rapporteur du projet à l'époque? C'est M. Briand. M. Briand était un grand orateur. Il parlait, il faisait des grands discours, longs, très longs et brillants. Eh bien, on lui demande, ça veut dire quoi l'exercice des cultes? Et il dit, nous n'employons pas arbitrairement le mot culte, c'est tout ce qu'il dit. Il dit, nous l'avons choisi parce qu'il est le mot approprié, le mot juridiquement consacré. Alors ceux qui ont été ministres, celle qui a été ministre, Mme Dufroy sait ce que ça veut dire, c'est en général le directeur qui est derrière qui lui dit, si on vous pose une question, vous dites juste une phrase, c'est cette phrase-là, et vous ne dépassez pas, vous vous étendez pas, parce que vous risquez de dire une bêtise. Donc là, il dit une phrase que son directeur des affaires juridiques lui a dit de dire, parce qu'il ne fallait pas dire de bêtises. Et pourquoi il lui dit de dire ça? Parce qu'il y a une jurisprudence. Et qu'est-ce que dit la jurisprudence? Je vais vous dire deux articles. La liberté pour chacun
pour chaque individu d'admettre ou de repousser dans son fort intérieur telle ou telle croyance religieuse s'appelle la liberté de conscience. La faculté pour chaque individu de pratiquer sa croyance, ou en d'autres termes, d'exercer par des actes extérieurs celle qu'il a choisie, s'appelle la liberté des cultes, par des actes extérieurs. Ça veut dire que dès que vous sortez dès que vous vous montrez avec des signes d'appartenance religieuse, vous exercez votre culte. On confond l'exercice du culte avec le lieu de culte. L'exercice du culte, cela veut dire que vous sortez, soit si vous avez une grosse croix sur votre poitrail, si vous avez une kippa, si vous avez un voile, etc., vous exercez votre culte aux yeux des autres. Alors là, j'ai raconté ça depuis... ça fait basculer toutes les interprétations. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Quand vous êtes devant des enfants, vous leur dites, voilà, la laïcité, c'est la liberté de conscience. Vos parents vous ont transmis leurs idées sur l'existence de Dieu, sa non-existence. Mais après, c'est à vous de faire votre chemin. Et vous avez le droit de le faire en toute liberté. D'ailleurs, si quelqu'un touche à votre liberté et vous contraint ou vous empêche d'exercer votre culte, la loi, dans son article 31, que là aussi personne ne connaît, prévoit une peine d'amende ou de prison à l'encontre de quiconque ferait pression soit pour l'exercice d'un culte, soit pour l'en empêcher. Cet article 31 n'a pas été appliqué depuis 70 ans. Vous voyez, là je vous ai tout décrit parce que les enfants comprennent très bien ça. Vous leur dites, si vous faites pression sur un camarade, une camarade, vous risquez la prison. Si ce camarade fait pression sur vous, il risque la prison. Ah ben, c'est très clair. Et vous avez le droit d'être libre. Eh bien moi, je vous dis une chose. Vous enseignez la laïcité comme ça, elle passe très bien. Et si vous leur dites, pourquoi votre professeur n'a pas de signe religieux? Pour ne pas faire pression sur vous. Parce que c'était ça l'objectif, que l'État, qui est très puissant dans notre pays, soit neutre. Il n'est pas anti-religieux ou pro-religieux. Il est neutre par rapport à la religion pour ne pas exercer, pour ne pas être soumis, pour ne pas être une force de pression sur la question de la liberté de conscience. Une fois que vous avez décrit ça, la laïcité apparaît comme simple et belle. Ce qu'elle est, à condition de la comprendre. Si vous vous mettez à vous perdre dans les histoires de la loi de séparation et ceci, plus personne n'y comprend rien. C'était des moyens, quand vous regardez les débats parlementaires, la séparation, c'est un instrument de la liberté de conscience. Et tout ce qui va après dans la loi, sur l'organisation des cimetières, sur la police des cultes, etc., c'est organisé autour de la liberté de conscience. Avec une égalité absolue et le respect absolu, aussi bien pour le croyant que pour le non-croyant. Mais avec, comme toujours, l'arme du code pénal au cas où elle ne serait pas respectée. Et je fais toujours une comparaison. L'assistance à personne en danger. On l'a en nous, ça. On sait que si quelqu'un tombe dans la rue, on doit aller porter secours. Mais on a oublié qu'au départ, ça fait partie du code pénal, c'est que si on n'assiste pas à une personne en danger, on risque une amende ou une peine de prison. Ça, le caractère éthique de l'assistance à personne en danger vient du code pénal. Eh bien, moi, je crois, et je le dis parce que on peut être chacun les porteurs de cela, que l'éthique de la liberté de conscience, le fait de dire la laïcité, c'est votre droit individuel, mais interdiction de faire pression. Même chez soi, le code pénal, il n'y a pas de territoire pour le code pénal. Je ne vais pas parler de territoire. Je vais parler de deux types de territoires. D'abord, je voudrais dire une chose. Parce que même le président de la République s'est trompé là-dessus quand il a reçu les représentants des cultes. Et c'est très grave.
Le Parlement avait discuté. Est-ce qu'on applique la laïcité à l'Algérie? Il avait dit oui. Les musulmans n'étaient pas en dehors de la laïcité dans la loi de 1905. Ils étaient dedans. Simplement pour des raisons de maintien de la souveraineté française, bien sûr, le gouvernement a suspendu l'application de la loi. Mais ceux qui avaient réfléchi à la loi n'ont jamais dit « ça ne peut pas s'appliquer aux musulmans ». Ils ont décidé de l'appliquer aux musulmans. Donc ça, c'est un faux débat, et il faut dire à tous nos compatriotes de culture musulmane, la loi de 1905, vous étiez dedans. Vous n'étiez pas dehors, comme, y compris quand on l'applique. Parce qu'il ne le sait pas. On lui a fait une fiche, etc. Il a dit une bêtise. Bon. Mais, et voilà. Bon, ça, c'est la première chose. Dans la laïcité, il y a 4 types de territoires. Il y a chez soi. Évidemment, chez vous, si vous voulez forcer les gens en rentrant chez vous à enlever leurs chaussures, vous faites les lois que vous voulez. Bon. Il y a la loi du lieu de culte. C'est la loi de la religion du lieu. Il y a l'espace de l'État, qui est neutre, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Et puis, il y a le reste, où là, il va y avoir des batailles de réglementation, il y a une plus grande liberté. Parce que c'est... Voilà. Mais il y a 4 types d'espaces. Mais le code pénal, lui, ne connaît pas ces frontières. Le code pénal s'applique partout. Si vous faites pression sur quelqu'un, même chez vous, pour lui forcer à faire quelque chose d'ordre religieux, vous risquez une amende ou une peine de prison. Voilà. Et donc, ça veut dire que ça, une bonne lecture de la loi, permet de répondre aux anxiétés de nos compatriotes. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe par rapport aux pressions qui peuvent exister? Mais qu'on applique la loi et qu'on l'enseigne bien et qu'on fasse, parce que moi je vous dis la chose suivante, on a une magnifique loi à condition que nos dirigeants, que nos enseignants sachent la comprendre et bien la partager. Parce que s'ils savent la partager, elle est belle, elle est simple, et elle sera la base de la résistance à toutes les pressions, d'où qu'elles puissent venir. Alors je vais conclure maintenant. Je viens de dire quelque chose sur la méconnaissance. Je suis sur un projet qui m'a amené sur des horizons extrêmement différents. L'avantage du métier d'historien, c'est que il ne se limite pas à une spécialité. Dès lors que vous pouvez vous fonder sur des archives, eh bien, ça y est, c'est parti, vous êtes sur d'autres terrains. Et je suis en train de finir la biographie d'un diplomate américain qui était originaire de Nîmes, et c'est pour ça que je veux conclure là-dessus. Sa famille s'appelait Boulet, c'était des protestants qui avaient fui le rétablissement, l'abolition de l'édit de Nantes, et qui se sont installés. Il a été fait citoyen d'honneur de la ville de Nîmes lorsqu'il s'est retrouvé ambassadeur des États-Unis à Paris entre 1936 et 1940. Et c'est à ce titre d'ailleurs de citoyen d'honneur de plusieurs villes de France qu'il a demandé en 1944 au général de Gaulle de l'intégrer dans les forces françaises libres, dans l'armée française, et il a été affecté à l'état-major de Delattre, avec qui il a fait toute la campagne depuis Toulon jusqu'à l'Alsace et Munich, etc., etc. Et donc sa famille était originaire de Nîmes. C'était un homme absolument incroyable qui a commencé sa vie jeune, très à gauche, jeune diplomate, envoyé secret pendant la négociation du traité de Versailles, voir Lénine. Il a obtenu un cessez-le-feu des forces de la guerre civile russe qui n'a pas été ensuite suivi des faits. Et il a terminé, après avoir été premier ambassadeur américain à Moscou, et ayant découvert l'horreur du stalinisme, extrêmement anticommuniste. Mais il a terminé sa vie en France, gaulliste, très ami de la France. Bon. Alors, sa vie que je raconte, que je vais sortir l'année prochaine, sur sa biographie, m'a amené à revisiter la négociation du traité de Versailles. Et puis, comme il était ambassadeur de 1936 à 1940, et qu'il était très proche de Daladier, avec qui il a essayé de sauver ce qui pouvait l'être avant que ça ne soit plus possible, je dois dire que j'ai découvert que je ne connaissais rien, comprenais rien au traité de Versailles, que je crois qu'aucun Français n'y comprend rien d'ailleurs, et qu'on comprend très mal aussi ce qui s'est passé entre 1936 et 1940.
Et donc je suis assez frappé de cela, parce que je vais finir ce livre, mais je suis assez frappé du fait qu'on vit avec des représentations de notre histoire qui sont extrêmement faussées, soit par la façon dont les historiens synthétisent et ne sélectionnent pas les faits les plus importants ou les plus significatifs, soit par le fait que on peut avoir une histoire qui est dominée par les vainqueurs ou par les... Mais je dirais que nous sommes dans un moment de l'histoire du monde où, d'abord, avec les nouvelles technologies, les gens ont affaire, on peut aisément accéder à des tas d'informations fausses ou vraies. Et donc le rôle, je dirais, pas que des universitaires, le rôle de toute personne qui, comme vous, sont attachés à la connaissance, à la transmission, c'est vraiment de faire ce travail qui ne peut pas être fait par des machines, ni par Wikipédia, ni par rien d'autre, mais faire ce travail de donner sens à ce qui a été notre inscription dans une histoire. Vous savez, je disais tout à l'heure, au début, il nous manque, quand on a été à l'école, on ne nous a pas enseigné l'histoire de l'outre-Méditerranée et de l'outre-mer. Alors, je voudrais terminer en vous posant cette question à laquelle je vais répondre immédiatement à votre place. Vous êtes bien d'accord avec moi que la laïcité, ça veut dire le droit de ne pas croire en Dieu. Bien. Quand vous avez à parler à des petits-enfants qui posent des questions et à leur raconter des histoires, il y a 3 types d'histoires que vous leur racontez. Il y a l'histoire de la famille, il y a l'histoire de la religion, il y a plein d'histoires dans les religions, et puis il y a l'histoire du pays. Mais s'ils n'ont pas de place dans l'histoire du pays, qu'est-ce qu'il leur reste comme histoire? Vous avez compris? La seule façon d'être vraiment laïque et cohérent, c'est de s'inscrire tous compatriotes que l'on est, dans une histoire commune. Et d'intégrer cette histoire commune avec un récit qui n'est pas un roman, mais qui est un récit fondé sur des faits que l'on peut partager. Merci. Eh bien, la parole est à vous. Vos questions. On salue le départ d'un de nos députés et de son assistant parlementaire, Philippe Bertin. Voilà, monsieur, j'aurais voulu faire 3 remarques à ce que vous avez dit. La première, pour aller dans votre sens, à savoir qu'en effet, la notion de compatriote n'est pas si évidente que cela. Aujourd'hui, le chiffre du chômage est tombé, il est de 8,4%. Et ce chiffre est faux, car en fait, il est de 8,7%. Mais tous les médias... 8,4 en métropole, 8,7 avec les autres. Donc, tous les médias disent 8,4%, et naturellement, on oublie l'outre-mer. Voilà. Et là, cette fois, on a le vrai chiffre du chômage, c'est-à-dire 8,7. Donc, la notion de compatriote, et c'est très douloureux pour tous les Martiniquais, Guadeloupéens, etc., qui ont l'impression d'être français, mais pas tout à fait à égalité. La deuxième remarque, vous avez dit qu'au moment de Napoléon, le droit avait donné l'égalité à tous les enfants. Pas vraiment, car les adultes terrains et les enfants naturels n'ont pas été dans cette égalité. Je laisse tomber les femmes naturelles. Ah non, mais ça, les enfants, je suis d'accord. Ça, je l'ai dit. Vous avez raison. Là-dessus. Et troisième remarque à propos, vous avez dit de l'attitude de Gaulle, combien cela avait été remarquable qu'il accepte que les Algériens viennent en France. Je trouve tout aussi remarquable que les Algériens immigrent à ce moment-là de façon très importante en France. C'est-à-dire qu'il y a 2 démarches. Celle de Gaulle qui accueille, mais celle
Algériens qui viennent en France après une guerre qui leur a été particulièrement douloureuse. Mais je suis d'accord. Écoutez, madame, je vous remercie de votre intervention. Je la considère qu'elle complète ce que j'ai pu dire. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. C'est pour ça que... Voilà, mais vous voyez, ce qui est très intéressant de la façon dont vous le faites comme moi, c'est qu'il faut comparer. Et vous voyez, en 1945, alors que vous aviez des experts, je dirais, qui disaient les Allemands sont chrétiens, blonds, etc., ils font très bien, etc. Non. De Gaulle dit non. On ne prend pas les Allemands. Et donc, ça on l'oublie, je l'ai mis dans mon bouquin, parce que si vous voulez, on entend de tout. Si on entend aussi, il y a, par exemple, évidemment qu'il y a des discriminations. Évidemment qu'il y a du racisme, de l'antisémitisme, des discriminations. Mais la différence, et je le dis, entre le statut, entre la colonisation et aujourd'hui, c'est que dans la colonisation, la discrimination, elle était inscrite dans le statut. C'était le statut lui-même juridique qui était fondé sur la discrimination. Alors qu'aujourd'hui, elle est illégale et elle est pénalement répréhensible. Donc ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais ça veut dire que ça n'a rien à voir. Vous voyez, ça n'a rien à voir entre... Il y a une grande différence en droit, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très important le droit pour les gens. Il y a une différence en droit entre le statut de colonisé et le statut de discriminé dans une république où les gens sont égaux en droit. Mais je suis d'accord avec vous sur le code civil. À l'époque, on ne parlait pas des enfants adultérins naturels. Mais attention, la révolution de l'égalité dans l'héritage, elle a été considérée comme telle. Et franchement, dans toute l'Europe. Récemment, le maire d'une commune proche de Nîmes, qui s'appelle Beaucaire, a déclaré qu'il allait supprimer les repas de substitution au nom de la laïcité. Qu'en pensez-vous? Qu'il n'a rien compris à la laïcité. La laïcité ne s'occupe pas de ça. La loi de 1905 ne s'occupe pas des repas de substitution. Simplement, la loi de 1905 respecte, je dirais, l'ensemble des croyances et des options spirituelles. Alors, ça veut dire qu'il faut son esprit. Il y a des situations qui sont simples. Dans un lieu de culte, il faut respecter la loi de la religion qui occupe le lieu. Dans les espaces communs, il faut organiser. C'est là, vous voyez, que le mot vivre ensemble a d'un sens. C'est-à-dire que quand vous avez des consciences et des croyances différentes, qu'il faut organiser, je dirais. Je vais vous donner l'exemple qui s'est passé après 1905 sur les sonneries de cloches. Il y avait une époque où à chaque fois qu'on appelait à la messe, on sonnait les cloches. Donc tous les matins à 7h, hop, la cloche sonnait. Les athées ne voulaient pas entendre les cloches tous les matins. Et peut-être pas que des athées d'ailleurs. Donc il y a eu des revendications d'arrêter les sonneries de cloches. Eh bien, on a fait des compromis. En tout cas, je crois que dans chaque ville, ce n'est pas les mêmes règles, mais moi, je suis vraiment en bas d'une église à Paris, Saint-Eustache, et je peux vous dire, c'est que le dimanche et pour les cérémonies d'enterrement ou de mariage, cérémonies spéciales, les fêtes spéciales. Donc, c'est un compromis. On n'a pas interdit les sonneries de cloche, mais on a demandé à l'Église catholique, on les a régulées. On a demandé à l'Église catholique de baisser la dose. Bon. Donc, c'est pareil pour les repas. C'est-à-dire que il ne faut pas imposer, par exemple, ce qui serait interdit, parce que ça j'en ai entendu dire aussi, parlons des choses. Vous avez des gens qui disent « je ne peux pas manger à côté de quelqu'un qui mange du porc. Moi j'en mange pas, mais je ne peux pas supporter l'idée que quelqu'un à côté de moi mange... » Ça ne va pas. Chacun a sa liberté. On vous offre la possibilité de ne pas manger du porc, mais vous n'allez pas imposer votre propre règle à quelqu'un d'autre. Mais s'il y a des interdits comme cela, ça ne pose aucun problème, surtout que
en proposant par exemple une option végétarienne, vous satisfaisez aussi aujourd'hui les végétariens qui, eux, ne font pas du tout, ne mangent pas de viande, pas par raison, certaines viandes, pas par raison religieuse, mais par protection de la planète. Enfin, vous avez différentes options qui n'ont rien à voir avec la religion. Donc, c'est totalement contraire à l'esprit de la laïcité que de vouloir imposer dans ce domaine des règles que la loi ne prévoit absolument pas. Bonsoir, monsieur. La laïcité, est-ce qu'elle est compatible, et nous allons être soumis dans quelques jours au vote pour l'Europe, est-ce qu'elle est compatible avec la vision européenne d'alliance, voire de cohésion des peuples? Est-ce que vous voulez préciser? Eh bien, l'Allemagne n'est pas laïque, l'Italie n'est pas laïque, aucun des autres pays européens ne sont pas laïques, sauf la France. Donc, à partir du moment où il y a la liberté de circuler dans tous les pays européens, est-ce que cette laïcité est bien compatible avec cela? Nous sommes effectivement en Europe les seuls à avoir ce type d'organisation de la religion. Quelle est la particularité française? C'est pas dans l'affirmation de la liberté de conscience, c'est dans ses modalités. Toutes les démocraties européennes, alors il y a peut-être des exceptions, peut-être avec la Grèce, avec le rôle de l'Église orthodoxe. Enfin, en Angleterre, il y a la liberté de conscience. C'est pas parce que la reine est le chef de l'Église anglicane qu'il n'y a pas de liberté de conscience au Royaume-Uni. Mais il y a une présence de la religion anglicane qui, je pense, ne serait pas supportable pour les Français. Moi, quand je voyais dans un collège anglais faire un cours et qu'il faut se lever pour écouter la prière avant le repas, bon, ça, on n'est plus habitué. C'était du temps d'avant le 1905 qu'il y avait ça. Donc, pour un Français, c'est un peu on n'est plus habitué. Bon. Mais ça n'empêche absolument pas des citoyens anglais qui ne sont pas anglicans de pratiquer leur culte ou voir l'absence de croyance. Bon. Alors, là, je rappelle que l'Union européenne n'est pas une union fédérale. Il n'y a pas de religion. Et que même aux États-Unis, ou d'ailleurs, qui est une fédération, le statut de la religion a varié selon les États pendant des décennies, des siècles. Et il y avait des traditions religieuses différentes selon les États. Donc, la loi française s'applique en France. Et la jurisprudence, qui est surtout celle de la Cour européenne de Strasbourg, respecte énormément la particularité de chaque État en matière d'organisation de la religion. Donc je pense que là, il n'y a aucun problème de souveraineté française, d'organisation, de la façon dont elle veut organiser les cultes. Il n'y a pas de possibilité pour l'Europe. Il y a des possibilités pour l'Europe si on portait atteinte. Alors par exemple, il y a eu des recours. Moi, j'ai participé à la commission Stasi. Donc je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui est passé à l'intérieur de la commission. Je peux en dire un mot si ça vous intéresse. Le problème de cette commission, c'est que son travail a été très mal expliqué. Nous avons proposé donc l'interdiction des signes ostensibles religieux dans les écoles publiques. Quel était le sujet? Le sujet, c'était pas est-ce que le port d'un voile signifie l'abaissement de la femme? C'est pas le problème. La loi française ne va pas décider l'interprétation d'un tissu. C'est pas aux juges français de se prononcer là-dessus. On n'est pas capable de le faire. En revanche, qu'est-ce qu'on pouvait noter? On notait que dans certains lycées du pays, des jeunes filles d'apparence de culture musulmane, d'apparence pour des jeunes garçons musulmans, faisaient l'objet de pression quand elles ne portaient pas le voile.
elles étaient interpellées en cours de récréation. Regarde, ta sœur porte le voile. Si toi tu ne le portes pas, c'est que tu as fait le choix de ne pas le porter puisque tu as le droit de le porter. Donc si tu as fait le choix de ne pas le porter, c'est que tu es une mauvaise musulmane, tu es une pute, ceci, on va te faire ta fête la semaine prochaine si tu ne changes pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des pressions. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc on a fait quelque chose. On n'allait pas demander de porter plainte au titre de l'article 31, de transformer chaque cours de récréation en cours de justice, avec des gamins de 13-14 ans qui ne peuvent pas témoigner dans les tribunaux très facilement contre leurs camarades de classe. Donc on a proposé l'interdiction générale des signes ostensibles, en sachant que dans un système un peu, comme vous le savez, de bric et de broc, nous avons les écoles privées sous contrat qui, elles, pourront toujours accueillir les personnes qui veulent porter des signes religieux ostensibles en payant des frais de scolarité qui ne sont pas très élevés, contrairement à d'autres pays où il y a des écoles privées non soutenues par l'État. Donc, ce compromis qu'on a choisi, d'après ce que j'en sais de mes collègues qui enseignent au lycée, il marche. Il est de bric et de broc. Mais ça a blessé deux types de Français. Ça a blessé des Français de culture musulmane qui ont dit c'est une discrimination, etc. Et notamment parce que la justification a été présentée comme une interdiction d'un signe assurant la domination de la femme, etc. etc. Et puis ça a, insatisfait des Français qui ont dit ah bon, mais il n'y a que dans les écoles publiques qu'on interdit le voile et ailleurs. Et du coup, ils se sont lancés dans la bataille pour l'interdiction générale de la burqa, qui, elle, a été adoptée par le Parlement. Donc, vous voyez, mais après, ce qui, moi, m'a donné une certaine satisfaction a posteriori, j'ai lu les mémoires extrêmement amusantes, d'ailleurs, de l'ancien secrétaire général des jeunes frères musulmans de France, qui est devenu un humoriste. Et il raconte qu'ils avaient décidé de faire campagne pour le port de voile dans les lycées. Ils avaient une campagne nationale. Donc ce que nous, on avait senti, ce que les profs avaient senti, eh ben, c'était ce qui se passait. Et donc quand on nous disait, vous exagérez, etc., non, on n'exagérait pas. On a essayé d'être juste par rapport à quelque chose il y avait une pression des jeunes frères musulmans, de l'organisation des frères musulmans en France. Donc on a réagi. Et vous savez, je crois que... Alors, là, ce que j'ai regretté, c'est que... Et c'est pas parce que j'étais à l'initiative que j'ai regretté, parce que ça a été accueilli par la totalité des membres de la commission. Moi, j'avais proposé qu'on offre un jour férié au choix. Et qu'on reconnaisse, du coup, comme maintenant, on est le pays de la plus grande diversité des options spirituelles en Europe. On a 6 jours catholiques et 5 jours laïques dans le calendrier des fêtes, en plus des 52 dimanches. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement proposait de supprimer, vous savez, le lundi de Pentecôte. D'ailleurs, franchement, je ne sais même pas, je ne sais pas si vous savez le statut du lundi de Pentecôte, mais plus personne n'est capable de dire ce qui se passe le lundi de Pentecôte. C'est tellement incompréhensible qu'on ne sait plus si c'est férié, pas férié. Alors, vous savez pourquoi on avait créé le lundi de Pentecôte? Vous savez pourquoi il a été créé sous la Troisième République? Et vous savez, donc c'était parce que le dimanche de Pentecôte, c'était le dimanche des premières communions. Et les repas qui commençaient après la messe terminaient très tard le dimanche soir. Et les gens étaient incapables d'aller travailler le lundi. Donc les banques et les commerces n'ouvraient pas. Et du coup, ça foutait tout en l'air, les trucs venus à échéance, les machins. Enfin, il y avait des tas de problèmes économiques que ça posait. Ils ont dit, le gouvernement a dit, allez, on déclare le lundi de Pentecôte férié. C'était à cause de l'impact des premières communions. Donc, nous, on avait proposé qu'on prenne le lundi de Pentecôte et qu'on ne le supprime pas, mais qu'on le dise, ceux qui veulent faire le lundi de Pentecôte, prennent le lundi de Pentecôte.
Mais il y en a d'autres qui vont vouloir faire l'Aït, ou d'autres qui vont vouloir faire le Kippour, d'autres qui vont vouloir faire... Eh bien, ils prennent au choix. Ils prennent au choix, au début d'année, au niveau des employeurs, on demande aux gens, voilà les dates de cette année des grandes fêtes, laquelle vous prenez. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes juif, musulman, bouddhiste, vous avez le droit d'aller voir votre employeur et dire « je veux m'arrêter là parce que c'est laïque ». Mais à ce moment-là, c'est un peu contraire à la laïcité parce que vous devez déclarer votre religion. Alors que si c'est offert au choix, vous pourrez toujours vous dire que celui qui s'arrête laïque, c'est un musulman, mais ça peut être un athée qui se dit « laïque tombe bien cette année, je prends un long week-end ». Bon, donc, ou l'inverse, enfin vous voyez, ça ne voudra rien dire. Et ça donnera, c'est ça le respect de la laïcité. C'est la neutralité, vous voyez, le respect de la vie privée des gens. Bon, voilà, mais ça, c'est pas passé. Parce que Raffarin s'est opposé. Chirac était pour. J'ai beaucoup apprécié les 4 piliers d'identité. Je constate quand même que vous les avez cités, on s'en souvient, mais que là, sur votre heure de conférence, on a passé 3/4 d'heure sur la laïcité. C'est volontaire. Il reste 1/4 d'heure pour les 3 autres piliers, et je ne vois pas pourquoi la laïcité serait... Alors c'est le pilier principal, quoi. Si je vois, c'est un château du Moyen-Âge, avec un pilier principal. Je voudrais vous dire aussi que l'État m'a gentiment payé, entre 58, promotion 58 2B, et 62, 27 mois et 27 jours de vacances gratuites en Afrique du Nord. Et là, il y avait des musulmans parmi nous. Il y avait des officiers musulmans. Bien sûr. On allait aux messes ensemble. Jamais ça a fait problème quand il y avait du porc. Ils ne mangeaient pas le porc, et puis c'est tout. Voilà. Et ils n'en mouraient pas d'ailleurs. Donc pourquoi est-ce que, c'est ma question finale, pourquoi est-ce que la laïcité est montée comme ça brusquement depuis des années comme un problème fondamental en France, et ce qui vous amène à y consacrer les 3/4 de votre conférence, par ailleurs passionnante. Et donc, je vous remercie. C'est parce qu'on met dans la laïcité tout ce qu'on n'a pas pu mettre ailleurs. On n'a pas pu parler de cette histoire des 58-62, vous voyez? Oui, ça c'est vrai, mais ça, c'est autre chose. Eh ben oui, mais c'est pas autre chose. Ah, ben, c'est Non, c'est parce que, vous savez, c'est un transfert de tous ces sujets dont on ne parle pas vers un sujet qui va plein de nœuds, là où on se dit, allez, là-dessus, on y va. Mais en réalité, pour décoincer le sujet, il faut parler de l'Algérie, et pas que de la guerre. Vous voyez, je viens de faire soutenir une thèse magistrale, mais vraiment magistrale, d'un jeune, enfin il est plus très jeune, il a travaillé 10 ans sur sa thèse, sous ma direction, mais pour vous montrer quand même ce que c'est que l'école de la République. Cet enfant, il était enfant, la mère a fait 15 enfants, tous réussis. Il m'a dit, je ne pouvais pas rentrer de l'école avec une mauvaise note. Et c'est un croyant très pratiquant. Il fait ses 5 prières par jour. Eh bien, il a fait une thèse d'histoire, Faire la France en Algérie, ça s'appelle, qui était une thèse incroyable. Et je vais vous raconter, au début de la thèse, il y a la photographie d'un document qui s'appelle Certificat de nationalité algérienne. Qu'est-ce que c'est que ça? Datant de 1890, un truc comme ça. Ah bon? Donné par les autorités françaises. Quelle est l'histoire derrière ça? J'ai tout appris en le lisant. Donc, quand le bey d'Alger signe sa reddition, en 1830, d'abord, cette reddition est contestée par les Turcs, ça je ne savais pas, et bon, il y a toute une période d'incertitude qui se crée, et quand l'autorité française est confirmée sur le territoire de ce qu'on n'appelle pas l'Algérie à l'époque, il y a des pèlerinages vers la Mecque. Il y a des musulmans, ils vont à la Mecque pour faire leur pèlerinage. Certains d'entre eux, ils sont français à partir de 1848, ils sont français. Et puis certains d'entre eux, sur le chemin ou le retour de la Mecque, perdent leurs documents, leur passeport. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont au consulat de France, à Constantinople,
là où il y a des consulats de France, pas dans beaucoup d'endroits. Et là, ils disent, donnez-moi mon passeport, ou mon laissez-passer, je veux retourner chez moi. Et là, on leur dit, mais qu'est-ce qui me garantit que vous êtes du territoire français, et pas de Tunisie ou du Maroc? Et donc, les consuls sont obligés de faire des cartes. Ils finissent par faire des cartes, et ils finissent par simplifier les choses en créant un certificat de nationalité algérienne, qui va servir de laissez-passer. Donc c'est l'administration française qui a créé la nationalité algérienne. Vous voyez, c'est absolument extraordinaire. Pour des raisons pratiques. Pour pouvoir fabriquer des laissez-passer. Et vous voyez, je ne sais plus quelle était la question à laquelle je répondais. C'était quoi la question? Pourquoi la laïcité, c'est les 3/4 C'est parce que, vous voyez, au lieu d'apprendre ça, ce qui est passionnant, vous voyez bien quand je vous le raconte, vous dites, oh, c'est incroyable, etc. Qui nous sort de la religion. Parce qu'il y a une histoire de l'Algérie avant la guerre d'Algérie. Vous voyez? Mais on a consacré combien de livres à la guerre d'Algérie et combien de thèses en comparaison à l'histoire. J'ai un autre de mes thésards, qui est aussi d'origine algérienne, qui finit sa thèse, qui va être un magistral également, sur la laïcité, justement, entre 1905 et 62 en Algérie. La loi de 1905 appliquée, qu'est-ce qui se passe en Algérie? Personne ne l'avait fait. C'est des trous béants qui fait que dans ce vide dans lequel on n'a rien à se mettre sous la dent de connaissances, on met la religion, on met que ça, il n'y a que ça, puis une sorte de représentation, etc. Et voilà. Alors, sur la guerre d'Algérie, justement, c'est pas ça qui est intéressant dans l'histoire de l'Algérie, parce que quelque part, pendant la guerre, il y a égalité des combattants. La guerre crée de l'égalité. Excusez-moi de le dire, parce qu'il y a l'égalité déjà sous le chapeau de militaire, mais il y a l'égalité des combattants. Et donc, alors que dans la colonisation, il n'y avait pas l'égalité. Et c'est ça le vrai sujet, à mon avis. Hein, vous voyez, c'est une absence de connaissance qu'on a de cette histoire de la France en Algérie, qu'il faut qu'une nouvelle génération d'historiens est en train de combler, et qui va nous permettre d'être meilleurs dans la transmission de notre histoire. J'avais juste une question complémentaire, je dirais. Les Polonais, quand ils sont arrivés en France, ont été accueillis au fond de la mine par des Français qui étaient mineurs comme eux. Les Algériens, aujourd'hui, ont un problème différent, c'est qu'ils font des métiers que ne font pas les autochtones français. Par exemple? Dans le monde de l'agriculture, vous avez aujourd'hui des Algériens tout autour de Nîmes. Il y a très peu de Français de souche, je dirais. Donc, est-ce que ça ne crée pas une difficulté complémentaire, si vous voulez? Mais il y a quelques années, c'était des Français qui faisaient ce boulot. Bon, donc ça peut de nouveau être des Français. Et les autres, ils ne vont pas rester obligatoirement dans ce boulot éternellement. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a toujours eu des formes de spécialisation, de regroupement, mais vous savez, il faut arrêter de vivre dans des anxiétés qui n'ont aucun sens. Par exemple, vous voyez, il y a eu M. Zemmour, qui, si vous êtes intéressé, j'ai fait un débat contre lui sur BFM TV, 45 minutes, je vais expliquer quelque chose, au mois d'octobre dernier. Bon. Et il était parti sur son prénom, sur les prénoms, etc. Et alors, déjà, il ne savait pas une chose, c'est que justement, dans les recherches, j'ai un de mes amis dont le grand-père était, qui était on l'appelait comme ça, un musulman d'Algérie, mais qui a obtenu la pleine nationalité française sous la colonisation. Ils étaient très peu nombreux, c'était soit des militaires, soit des instituteurs. Bon. Il a retrouvé le document d'officier de la Légion d'honneur de son grand-père. Et son grand-père s'appelait Mohamed. Il avait la pleine nationalité française, la France ne lui a pas demandé de changer de prénom. Il s'appelait Mohamed, il est officier de la Légion d'honneur,
ça n'a posé aucun problème. Mohamed était un prénom français dès 1848, puisque les Algériens étaient français. Alors ça, quand je lui répondais ça, évidemment, par terre, mais il n'empêche que cette idée, il y a eu toute une étude, je crois que vous faites venir l'auteur de l'archipel français, eh bien moi je ne suis pas d'accord avec cette idée d'archipel, parce qu'il y a des facteurs d'unification qu'on ne prend pas assez en compte. Par exemple, le facteur de la langue. Aujourd'hui, tous les Français parlent le français. Au début du XXe siècle, il y avait des tas de gens qui avaient des cartes d'identité françaises qui ne parlaient pas le français. Et ils étaient ce que vous appelez des Français de souche, ce que moi je n'appelle pas des Français de souche, je pense qu'il y avait un héritage, parce que nous ne sommes pas, elle a dit, les souches ça fait penser à des arbres, or nous on a le droit de se bouger. Voilà. Donc on a le droit de déménager, on a le droit de... Et donc, mais si vous voulez, il y avait plein de Français du début du XXe siècle, les Strasbourgeois ne parlaient pas le français. Les Catalans ne parlaient pas le français, et ils étaient français. Hein, les Basques ne parlaient pas le français. Donc aujourd'hui, tout le monde, il y a une homogénéisation par la langue. Et donc, la façon de marquer sa petite différence par rapport à c'est le prénom. Alors on va aller chercher un vieux prénom breton, et des prénoms machin, et des prénoms ceci, et des prénoms juifs. Mais en réalité, on est tous français. Et je me souviendrai toujours dans une réunion devant des assistants sociaux qui ont affaire à des situations épouvantables, de gens qui parfois, je ne me sens pas français, etc. Et je dis, vous savez ce que vous dites? Et vous me parlez dans quelle langue, monsieur? Ah bah oui, merde, je parle en français. Et il connaît que le français comme langue. Et donc, quelque part, les gens, vous voyez, ça, il faut y penser aussi. Il faut pas céder à la première, ah oui, c'est vrai, non, il faut replacer dans le contexte. La demande chaque être humain, ça c'est Mona Ozouf qui le dit très bien dans son bouquin de mémoire, où elle était la fille d'un père... Composition française. Composition française. La fille d'un autonomiste breton, son père, et d'une institutrice de l'école publique, sa mère. Eh bien, moi je pense que dans chaque être humain, il y a un besoin à un certain moment de ne pas être différencié. D'ailleurs, je dis souvent, moi je n'hésite pas à employer le mot assimilation. Vous voyez? Parce que par exemple, un Français, arabe ou noir, lui, il voudrait être traité par les policiers comme un blanc, assimilé. Pas de problème, hein? Être contrôlé autant qu'un blanc. Donc, égalité absolue, ne demande pas de différence. En revanche, le jour d'une fête religieuse, vous demandez à vous voir respecter dans votre identité si vous êtes croyant. Donc, il y a des moments où, face à l'autorité, vous ne demandez que le traitement égal. Vous ne demandez rien, vous demandez l'égalité. Et pas du tout de statut privilégié, juste l'égalité vous suffirait très bien. Et il y a d'autres moments où vous demandez d'être traité dans une différence. Mais croyez-moi, quand vous y réfléchissez, et je reviens à ce que je disais par rapport à l'un des 4 piliers, c'est souvent la demande d'égalité qui satisferait beaucoup, qui serait déjà la base de beaucoup de satisfaction. Vous voyez voilà. Vous voyez, on avait besoin de jeunes au Forum Charles Gide, enfin. Alors moi, c'est pour 2 choses. La première, c'est pour essayer de répondre modestement à votre question. Je pense que, du moins pour ma génération, la laïcité revient beaucoup parce que c'est un problème d'identité. Et je parle surtout pour les personnes d'origine maghrébine. C'est qu'ici, on leur rappelle leurs conditions de maghrébins et mettons en Algérie ou au Maroc, on leur rappelle leurs conditions de français. Et on les rappelle qu'ils sont français. Et je pense que la seule chose dont ils sont sûrs, c'est qu'ils sont musulmans. Et peut-être que, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais peut-être que c'est aussi pour ça que ça revient, qu'ils le revendiquent peut-être plus que la génération d'avant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, et ça, depuis le collège, ça a toujours été un débat avec les gens de notre âge, qu'on soit musulmans, athées ou chrétiens, et du coup, voilà. Donc ça, c'est pour essayer de répondre à votre question. Et ensuite, moi, ma question, c'était, est-ce que, vu qu'il y a un problème d'application de cette loi, qu'il y a une mauvaise interprétation, est-ce qu'il faudrait peut-être la modifier pour la rendre plus claire? C'est juste une question, j'ai aucune réponse, mais c'est est-ce qu'il faudrait la modifier? Voilà.
Alors, bien expliqué. je voudrais vous dire que je suis d'accord avec votre première question, votre première remarque, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait inscrire les gens dans une histoire. Que la seule façon... Mais ça veut dire que c'est une démarche, pas que de leur part à eux, c'est une démarche au contraire, de collective, que nous, on ne les regarde pas, et qu'on ne les désigne pas, comme on ne se désigne pas à Nîmes entre protestants et catholiques. Comme ça? Comme ça dans la rue, là? À l'Académie de Nîmes, il y a les catholiques, les protestants et les chômages. C'est comme ça, oui, vous... c'est vrai, hein? il a raison. C'est vrai, il a raison. Bon, vous reconnaissez comme ça dans la rue? Bon. Non. Non, non, là, il y a une vraie paix à Nîmes. Moi, je suis un observateur. La ville de Nîmes est une ville fraternelle, protestants, catholiques, musulmans. D'ailleurs, il y a une interculturelle qui fonctionne très bien. Et je peux vous assurer que, regardez la maison du protestantisme, c'est la maison à tous, mais on pourrait être ailleurs. Et donc, Bon, il n'y a pas en tout cas, il est clair que là, il y a un énorme travail à faire sur nous-mêmes, de connaître mieux l'histoire et de placer nos compatriotes, non pas dans une relation à la religion, mais à l'histoire de France, une France qui ne soit pas qu'une France européenne. Et ça, c'est un énorme travail à faire. Alors, la deuxième remarque, c'est faut-il pas changer la loi? Alors moi, je vais vous dire, je vais vous faire part. J'ai eu 2 missions du gouvernement. La première mission que j'ai eue, c'était celle du gouvernement de Lionel Jospin. Sur la proposition de Jean-Pierre Chevènement, j'ai fait un rapport sur la réforme de la politique d'immigration et de nationalité en 97. J'étais le seul à bord, enfin j'avais une équipe, mais c'était moi qui étais responsable. J'ai fait mon travail en 6 semaines. Je ne dormais pas la nuit. J'ai lu un livre, je lisais un livre qui m'aidait. C'est marrant que ça me revienne à l'esprit. C'est un prix Goncourt de l'année, je crois, 58, qui s'appelle, le titre de l'ouvrage, c'est Saint-Germain ou la négociation. Par un grand diplomate belge qui imagine qu'il est l'envoyé spécial du roi de France négociant la paix de Saint-Germain, le traité avec les protestants. C'est un livre remarquable sur le travail créatif des diplomates, que je vous conseille, qui se lit en 1 heure, et qui est d'abord extrêmement bien écrit. Mais j'avais l'impression qu'il fallait que je réconcilie 2 France, qui étaient très divisées sur l'immigration. Pasqua avait menacé d'une manifestation de 2 millions de personnes si on touchait à sa loi, etc. Parce que le programme de Georges Spin annonçait l'abrogation des lois Pasqua et Debré, ce que moi je ne proposais pas. C'est pas le sujet de la conversation de ce soir. Toujours est-il que j'avais l'impression d'être quand même sur un volcan. Et le résultat est que ces 2 lois qu'on a fait passer, n'ont pas bougé. Elles ont traversé un quinquennat Chirac, un quinquennat Sarkozy, un quinquennat Hollande, et aujourd'hui Macron a fait sa loi sur l'immigration. Il n'a pas touché à la structure de ce qu'on avait fait. J'ai consulté 300 ou 250 organisations, M. Pasqua et Seguin, et d'ailleurs la droite a finalement assez approuvé. Et ce qui est le plus important dans la loi, je vous le dis, c'est qu'on est le seul pays, je crois, au monde à avoir des mécanismes de régularisation pour 8 ou 9 catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nous n'avons plus de grandes manifestations de sans-papiers, que les Américains, eux, sont dans une crise épouvantable, mais personne ne remarque. Bon, c'est un sujet sur lequel... Bon. Mais je disais, j'étais sur un volcan. Quand j'étais à la commission Stasi, nous étions 20. Donc j'étais pas du tout... Je n'étais pas le président, je n'étais pas le rapporteur général. J'avais l'impression que j'étais assis sur une bombe atomique. Ce n'est pas un volcan. Si on touche à la loi de 1905,
vous faites exploser Ouais. une bombe atomique. Il ne s'agit que d'un sujet d'interprétation. La loi a été magistralement écrite par des gens en plus qui connaissaient la langue, qui connaissaient le droit. C'est pas à nous, parce qu'on n'a pas mis en place les gens qui sont capables de bien faire leur boulot, on ne va pas changer le texte de la loi. C'est à nous d'en retrouver le sens et l'interprétation, et c'est ce que j'ai essayé de faire ce soir avec vous, et je vous remercie encore de cette magnifique conversation. Bravo. N'oubliez pas les livres magnifiques des années de travail, Patrick Weil.